Bonjour à toutes et à tous. Alors pour ma part, je vais vous parler des représentations du Pérou au Pérou, seulement une dizaine d'années après l'indépendance. Et ce, à travers un texte singulier, publié en 1832, en 6 parties, donc dans le journal El Telégrafo de Lima. Alors ce texte, intitulé Abrí tu ojo, se distingue par sa forme particulière. Il s'agit d'un dialogue de fiction entre deux personnages noirs, un esclave et un homme libre, qui commentent la vie politique, économique et sociale du Pérou du moment dans une langue espagnole afro. Alors cette forme, de toute évidence, est héritée de la forme littéraire du dialogo en negro, du dialogue de noir, apparu dans la littérature portugaise à la fin du XVe siècle, puis développée dans la littérature espagnole des XVIe et XVIIe siècles, à l'intérieur de pièces de théâtre ou de compositions poétiques diverses. Le personnage du noir y avait une fonction humoristique, en particulier à travers sa façon de parler, caractérisée par les modifications phonétiques, syntaxiques et lexicales de la langue. Dans la littérature hispano-américaine, ce type de personnage apparaît dans des œuvres poétiques ou théâtrales de l'époque coloniale, mais aussi de manière renouvelée au XIXe siècle dans les œuvres costumbristas. Les Noirs n'y figuraient cependant que comme des personnages secondaires, ils n'apparaissaient que relativement peu, et sans grand relief, sans autre rôle que celui de donner une touche de couleur locale et de faire rire. Mais on trouve également au XIXe quelques dialogues de noirs politiques, et c'est à cette dernière catégorie, plutôt rare, qu'appartient le texte qui nous occupe. Donc ce texte est entièrement dialogué et entièrement écrit dans un espagnol imitant la façon de parler des Afro-Péruviens. Il a, suite à sa publication dans El Telégrafo de Lima, été republié dans El Penitente, deux journaux libéraux qui entretenaient une polémique continue avec les journaux conservateurs tels que La Miscelánea ou El Conciliador. Il faut en effet rappeler que les journaux de la première époque républicaine se caractérisaient par leur profond engagement partisan, en général pour ou contre le président du moment. Les opinions s'exprimaient très librement, tant dans la multitude de publications pamphlétaires éphémères de l'époque que dans les périodiques de plus longue durée, à travers des éditoriaux ou des comunicados, une sorte de courrier des lecteurs, qui contribuaient à attiser de très virulents conflits personnels et doctrinaires. Abrí tu ojo fait ainsi partie des nombreux textes satiriques qui fustigeaient le gouvernement conservateur du maréchal Agustín Gamarra, qui a été président entre 1829 et 1833. Donc textes satiriques qui le ridiculisaient et dénigraient ses partisans. À cet égard, la technique utilisée dans le dialogue de noir dont je vais vous parler rappelle d'une certaine manière la pratique journalistique hispano-américaine des duendes, des lutins, une forme dialoguée mi-comique, mi-sérieuse, héritée de la littérature coloniale qui servait à la critique sociale et à l'attaque de personnalités. L'auteur de Abrí tu ojo est anonyme, comme cela a été très fréquent à l'époque, mais il semble probable qu'il se soit agi de l'éditeur du Telégrafo de Lima en personne, à savoir un certain Juan Calorio, qui rédigea de nombreux textes satiriques contre Gamarra. Cet auteur, sous le pseudonyme de El Musucuco, c'est-à-dire El Negro, transforme, à travers la fiction du dialogue de noir, deux afrodescendants en porte-parole de la doctrine libérale. C'est sous cet angle que Abrí tu ojo constitue une représentation à la fois divertissante et sérieuse de la première décennie républicaine. Et donc je vais essayer de montrer qu'au-delà de la satire burlesque, ce texte singulier offre, grâce à sa forme, un regard critique très riche sur les débuts de la période indépendante. Donc je montrerai tout d'abord la façon dont il suggère que l'indépendance est encore menacée, avant d'analyser la critique de l'autoritarisme du gouvernement conservateur de Gamarra, puis de montrer sa dénonciation d'un ordre économique et social injuste. Alors, la première partie du texte, dont vous avez ici une image, est intitulée Merienda de Taitas, une expression que l'on trouve assez fréquemment dans la presse du XIXe siècle,
pour désigner une forme d'agitation, de vacarme, en référence au bruit des conversations dans les confréries de Noirs. Cette partie s'ouvre précisément sur une invitation de l'esclave Francisco au Noir libre José à se joindre à sa confrérie. Donc je vais à chaque fois traduire directement en français parce qu'il faudrait passer de l'espagnol afro à l'espagnol puis en français. Je vais donner les traductions en français. Pourquoi ne venez-vous pas à la confrérie? Et il énumère un certain nombre de noms, Tata José María, Tata Luca, Tata Manuel, etc. Derrière ces noms, transcrits selon la supposée prononciation afro, on peut deviner plus ou moins aisément. Alors, moi j'ai dû consulter les archives du Congrès, mais cela devait être évident pour les lecteurs du journal de l'époque. On peut deviner donc le nom des députés de 1832. Tata José María fait référence à José María Ipando, député de Lima, Tata Luca a Lucas Pellicer, député de Chancay, Tata Esteban Salmón, député de Huarochirí, Martina Carvito a Andrés Martínez, député d'Arequipa, qui devait probablement être chauve comme on verra après, et Ercojito a José Feijóo, député de Paruro, qui devait être boiteux, Antonio Mina, Antonio Velázquez, député de Cajamarca, etc. Le fait de représenter le Congrès comme une confrérie de Noirs était évidemment censé prêter à rire à l'époque, par le décalage, par le parallèle effectué entre les personnes au plus haut de la hiérarchie sociale et celles qui étaient au plus bas, en créant un décalage burlesque et par les surnoms qui s'ancraient dans une tradition de satire politique. Cependant, au-delà de la moquerie, faire du Congrès une confrérie de Noirs permettait aussi de suggérer la condition esclave, entre guillemets, des institutions républicaines, non seulement, comme je le montrerai plus loin, parce que les députés étaient montrés comme obéissant aveuglément à l'exécutif. Le texte dit qu'ils faisaient tout ce que demandait le maître, à savoir le président, mais peut-être aussi parce que la République est perçue comme menacée et l'indépendance comme pas suffisamment solidement acquise. En effet, tout le texte joue à travers les personnages noirs sur la dichotomie entre esclavage et liberté, une opposition discursive extrêmement fréquente dans la presse de l'époque. Et la première liberté évoquée dans le texte est celle du pays, celle du Pérou, donc, à savoir l'indépendance du Pérou vis-à-vis de l'Espagne et plus généralement vis-à-vis de l'Europe. Ainsi, à l'invitation qui lui est faite par Francisco de se joindre à la confrérie, donc au Congrès, José répond que s'il vient, ce ne sera que, je cite, et donc traduit en français aussi, si je ne viens, ce ne sera que pour parler de l'espagnol qui guette de loin le Pérou. José ajoute qu'il ne sait pas lire, mais que certains journaux parlent d'une possible reconquête du pays, comme il l'a entendu dire par un torito, un indien, dont le langage, un espagnol teinté de prononciation quechua, est lui aussi imité. À nouveau, le ressort comique se teinte de sérieux, car l'Indien réfléchit sur la Sainte Alliance et sur les révolutions libérales de 1830 en Europe. Il exprime la peur de la reconquête de l'Amérique et du rétablissement de la monarchie, signalant par ailleurs que les créoles au pouvoir dans le Pérou nouvellement indépendant seraient prêts à l'accepter. Alors on sait que c'est seulement avec la mort du roi Ferdinand VII en septembre 1833, la fin qui s'ensuit de l'absolutisme en Espagne, que les projets de reconquête de l'Amérique ont vraiment été abandonnés. Mais ils avaient perdu tout appui important en Europe depuis la Révolution des Trois Glorieuses en 1830. Cependant, ce texte montre donc qu'en 1832, la crainte d'une tentative espagnole persistait, comme le prouvait aussi la récurrente reproduction des écrits des guerres d'indépendance dans la presse libérale de l'époque. Alors, à l'exposé sur le risque de reconquête fait par José et par le Cholito à travers lui, Francisco réagit en affirmant que les Noirs et les Indiens sont prêts à se battre pour défendre l'indépendance et défendre la République, car ce sont des patriotes injustement oubliés. Il figure donc, même si c'est à l'intérieur d'un texte de fiction burlesque, comme les vrais défenseurs du pays, ce qui est tout à fait notable pour l'époque. D'autres allusions sont faites à l'indépendance du Pérou, l'une dans la troisième partie du texte à propos d'un débat sur l'ouverture aux étrangers des postes publics, l'autre dans la quatrième partie où José déclare qu'il faut écouter l'opinion publique qui serait favorable à la liberté du Pérou. Donner la parole à des personnages noirs, c'est donner par le truchement de la fiction la parole à ceux qui ne sont pas libres ou qui ne sont pas vraiment libres. En les faisant parler au nom du Pérou,
L'auteur désire probablement montrer que le Pérou n'est lui non plus pas encore vraiment libre. Par ailleurs, faire parler l'autre, avec un grand A, les Noirs représentent par excellence l'altérité à l'époque de la publication du texte, c'est montrer qu'il n'y a pas qu'une seule voix qui puisse s'exprimer. Et on touche là un point central du texte, qui est la critique de l'autoritarisme du gouvernement. Le gouvernement de Gamarra, entre donc 1829 et 1833, s'est caractérisé par son aspect conservateur et autoritaire, et a ainsi fait l'objet d'une vive opposition des libéraux, dont faisait visiblement partie l'auteur de Abrituo. Ce texte vise en effet à revendiquer la liberté d'expression, d'une part, et à blâmer l'univocité, d'autre part. Alors, la deuxième partie du texte traite de l'imprimerie, et plus précisément de la liberté de presse. Alors, à l'époque de la publication d'Abrituojo était en vigueur le règlement du 3 novembre 1823 qui mettait très peu de restrictions à cette liberté de presse. Et au début de l'époque républicaine, les libéraux étaient particulièrement attachés à ce règlement qu'ils défendaient férocement, car il représentait pour eux l'une des libertés les plus significatives. Et c'est ce qui apparaît dans Abrituojo, où Francisco évoque un projet de loi sur la restriction à la liberté d'impression présenté en 1832 par 3 députés qui ont été mentionnés auparavant, donc Andrés Martínez, Lucas Pellicer et donc 3 députés conservateurs, partisans de Gamarra. Puis Francisco relate ce qui est présenté comme les prédications des membres de la confrérie, c'est-à-dire les discours à la Chambre des députés. Alors je cite, il dit « La furie chaude fait toujours des prédications et le boiteux, ce boiteux me fait beaucoup rire, il ne peut pas monter au pupitre, il reste donc assis en agitant ses mains et ouvre sa bouche comme le dingue Quasimodo. » Alors cette parodie burlesque visait bien évidemment à ridiculiser les députés conservateurs. Mais pouvoir critiquer des personnalités politiques librement et les représenter de quelque façon que ce soit, c'est précisément donc ce que revendique ce texte, Abrituojo. Ce texte, et à travers lui le journal qui le publie, El Telegrafo de Lima, en font l'illustration en se moquant donc de certains députés. Autrement dit, le texte est doublement un plaidoyer pour la liberté de presse. Il ouvre à la fois un discours sur cette liberté et une mise en pratique de celle-ci. Alors, cette défense de la liberté de presse s'accompagne par ailleurs d'une plus large revendication de la liberté d'expression en général. En effet, donner la parole par le biais de la fiction à des Afro-Péruviens, c'est sans doute une façon de montrer que toute personne peut théoriquement avoir le droit de s'exprimer librement. À ce titre, il est intéressant d'observer la vignette que j'ai représentée ici, la vignette qui accompagne la publication de chacune des parties du texte. Il s'agit de celle qu'utilisaient les journaux à la fin de l'époque coloniale, au début de l'époque républicaine, pour annoncer tout événement lié à des esclaves, notamment la vente d'esclaves, la fuite d'un esclave, etc. Or, au lieu ici d'offrir un espace d'expression à un propriétaire d'esclaves, comme on pourrait s'y attendre à la vue de la vignette, le texte laisse la parole, de façon fictive évidemment, à l'esclave lui-même. En quelque sorte, il s'agit d'esclaves fugitifs, oui, mais symboliquement fugitifs. Ils n'ont pas fui leur lieu de travail, mais fui leur lieu de sujet sans parole ou sans droit de s'exprimer. La parole afro qui produit un effet de surprise en décalage avec la vignette, un ressort humoristique, mais permet aussi de revendiquer quelque chose de sérieux, à savoir la liberté d'expression. Cette revendication se lit dans l'emploi d'un langage particulier, l'imitation de l'espagnol parlé par les afrodescendants. Alors il s'agit en partie de la façon habituelle de transcrire l'espagnol des Noirs depuis le XVIe siècle, confusion entre masculin et féminin, transformation et élision des consonnes liquides, etc., etc. Concernant le vocabulaire, il y a des afronegrismos que j'ai retrouvés dans un dictionnaire qui fait référence en la matière, d'autres par contre que je n'ai pas trouvé. Il est difficile de savoir si ce qui est reproduit s'écoutait vraiment dans le Pérou du 19e ou si ce sont en partie des inventions. Quoi qu'il en soit, on ne peut que souligner la liberté du langage que suppose la création verbale de ce texte. Et il y a dans Abrituojo une certaine jouissance de cette liberté de langage impliquant donc le rejet d'une voix unique. L'univocité, c'est en effet ce qui, selon le texte, caractériserait les conservateurs, dont l'organe de presse était la miscellanea.
Abrituojo en dénonce l'expression servile, donc il parle de l'imprimerie esclave de la Miscelánea, et les journalistes de la Miscelánea, parmi lesquels figurait notamment donc, José María de Pauno, figurent comme les représentants d'une forme d'absolutisme, puisqu'il dit « l'imprimerie esclave de la Miscelánea va tirer un coup de canon qui en finira avec le télégraphe et tous ses sans-culottes ». Donc il figure, ces conservateurs, comme les représentants d'une forme d'absolutisme, puisque partisans de la Révolution française et d'une certaine république égalitaire. Ils sont donc d'une part dénoncés comme esclaves, sous-entendu esclaves du président Gamarra, et représenteraient la véritable soumission, à la différence des personnages afro. D'autre part, ils seraient prêts à tout pour faire taire leurs ennemis, et à l'inverse, le texte prône le respect de la pluralité. En effet, après avoir dans sa deuxième partie critiqué la proposition de loi sur la restriction de la liberté de presse, José demande à Francisco « Et quand la confrérie terminera-t-elle » Et Francisco lui répond « Enfin, n'y pensez pas, la fin de la confrérie, c'est la fin de tout. » Autrement dit, la fin du congrès, la fin de la pluralité, c'est la fin de tout. Alors cette dénonciation de l'innivocité conduit à se pencher sur un autre aspect de la critique de l'autoritarisme de Gamarra, qui est à l'œuvre dans les textes, à savoir son non-respect de la Constitution. Le 2 novembre 1832, l'intellectuel libéral Francisco de Paula González Vigil, qui était alors député de Tacna, a accusé le gouvernement d'infraction à la loi fondamentale dans un discours resté célèbre, notamment par sa formule « Yo debo acusar, yo acuso ». L'accusation d'infraction à la Constitution fut cependant rejetée par 36 voix contre 22, comme le relatent d'ailleurs les 5e et 6e parties de Abrito. Alors Francisco l'interprète d'abord comme une preuve de liberté. Cette incitation interprète donc comme une preuve de liberté cette incitation à ne plus nécessairement respecter la charte fondamentale. Mais José lui réplique que de ne pas respecter la loi ne veut pas dire être libre. Il lui dit « Vous étiez mieux avant esclave que maintenant où il n'y a plus aucune loi ». La souveraineté du peuple, en effet, est montrée comme pas toujours respectée, et ce d'autant plus que, selon ce qui est évoqué au début de la 5e partie, les 36 députés partisans de Gamarra auraient été élus grâce à une forme de clientélisme. Enfreindre la Constitution, cela signifierait la mort de la République, comme le suggère la fin du texte, dans laquelle Francisco décide finalement de se taire et annonce sa propre mort. Autrement dit, puisque l'infraction à la Constitution entraîne la mort des personnages, elle signifie la fin du dialogue de Noir qui nous occupe et symboliquement la fin du dialogue tout court. Alors en effet, dans Abrituojo, la forme dialoguée montre par elle-même l'importance de la plurivocité. On peut dire, pour reprendre les termes de Bakhtin, que le dialogisme s'oppose au dogmatisme. Et en effet, la conversation entre Francisco et José offre des visions qui peuvent être parfois divergentes. Contre l'univocité que représentaient les députés partisans de Gamarra selon l'auteur du texte, les textes invitent à écouter différentes voix et des voix différentes. Par la profusion du langage dialogue de Noir, Abrituojo s'insère ainsi dans un débat idéologique majeur de l'époque sur la liberté d'expression, mais aussi sur les actions politiques qui seraient censées en dériver. Et sur ce point, il faut noter que le fait de faire parler des personnages afro-descendants s'accompagne d'une réflexion sur la condition de ces personnages. Alors, si les indépendances hispano-américaines ont modifié les institutions politiques dans les différents pays nés de la chute de l'empire colonial espagnol, on sait que ce n'a pas été le cas des structures sociales. Moins de 10 ans après l'instauration de la République au Pérou, la législation avait été bouleversée, mais l'ordre social restait bien sûr globalement inchangé. Concernant la population afrodescendante, une partie avait participé, comme ailleurs, aux guerres d'indépendance aux côtés des libertadores, et avait pu ainsi obtenir la liberté. En 1821, San Martín avait par ailleurs déclaré la liberté de ventre. Et cette disposition avait été répétée dans les constitutions de 1828 et 1823-1828, à laquelle s'est ajoutée aussi l'interdiction de la traite. Cependant, l'abolition totale de l'esclavage n'est pourtant pas effective avant la loi promulguée par Ramón Castilla en 1854. Au moment de la publication d'Abrituojo, faire l'apologie de l'esclavage aurait déjà été contraire à l'ère du temps.
Mais certains défendaient tout de même sa légalité, et notamment José María de Pango, donc un des députés conservateurs que j'ai mentionné tout à l'heure, qui a publié en 1833 une défense des hacendados. Alors, Abrito Oro n'offre pas de réflexion directe sur la question de l'esclavage, mais propose un argumentaire sur les liens entre liberté et égalité au cœur des débats de l'époque, et s'avère relativement avant-gardiste en la matière, je pense. L'extrait le plus éloquent est sans doute la troisième partie du texte, donc vous avez un extrait qui est reproduit ici. Cette troisième partie s'ouvre sur l'observation de Francisco qui dit qu'il y a partout en Amérique et partout en Europe, que partout en Amérique et partout en Europe, le Pérou a des représentants consulaires et plénipotentiaires. Il n'y a que les Noirs qui n'ont rien. José demande pourquoi et Francisco lui répond parce que les Noirs ne savent pas parler et ne parlent jamais, ils ne jouent aucun rôle dans le monde et naissent seulement pour être esclaves. Donc, dans une nouvelle variation sur le thème de la parole et de son pouvoir, l'auteur d'Abrito Oro introduit donc la question de la place des afro-descendants dans la société, place qu'il semble appeler de ses voeux à travers le personnage de Francisco à changer. Le personnage de Francisco donc dit la chose suivante: si les Noirs donc changent de situation, alors ils deviennent des personnes à part entière. Ils se déplacent en voiture avec un chapeau et des broderies. Haha, que c'est bien, ça me plaît que les Noirs soient des hommes et non des âmes. Francisco fait remarquer qu'il a déjà parlé, j'insiste sur ce terme, le terme de parole, enfin, la parole est vraiment ce qui est central dans ce texte, qu'il a déjà parlé sur la liberté de presse et que le télégraphon a reproduit son discours. Donc en fait là, à travers le procédé littéraire de la mise en abîme, il raconte qu'il a déjà parlé, ce procédé donc permet d'inviter le lecteur à une réflexion sur le texte en lui-même et par là même aussi sur le sujet afro-descendant comme sujet ayant droit ou non à la parole. Cette question du droit de parole des Noirs et donc cette question de leur rôle social, voire de leur rôle politique, est mise en scène aussitôt après. En effet, Francisco décide de continuer de parler et s'imagine devenir un représentant des Africains. Il dit la chose suivante: les Noirs ont une nation aussi et c'est pourquoi je vais les représenter. Il devient diplomate, dans la fiction, il devient diplomate, c'est-à-dire quelqu'un qui parle au nom des autres et qui occupe une position de pouvoir. Et cela est symbolisé par la position debout qu'il déclare adopter dans son nouveau rôle, en disant « l'exécutif est debout, je me mets debout aussi et je le fais asseoir. Les législateurs sont debout, je me mets debout avec eux et je les fais asseoir aussi ». Donc à travers ce qu'on peut imaginer comme une forme de théâtre dans le théâtre, ou tout du moins de fiction à l'intérieur de la fiction, le personnage de l'esclave Francisco se transforme en personnage important qui force le respect. Alors, ce procédé joue de toute évidence sur le comique, par un effet de décalage burlesque entre la situation imaginée et la situation réelle. Dans le Pérou de l'époque, il était impensable qu'un homme afro puisse réellement avoir un rôle politique. L'image invite cependant à réfléchir sur la condition des Noirs. Francisco laisse ensuite la parole à José, s'ensuit une conversation sur liberté et égalité. José décide lui aussi de parler. Il affirme que la liberté ne doit pas être une proclamation de principe, mais que les droits doivent être réels. Puis il déclare que tous les Péruviens sont égaux et participent à la prospérité de leur pays par leur travail. Alors Francisco s'insurge en le rappelant qu'il n'en est rien dans la réalité et l'auteur fait ainsi une critique du non-respect des principes républicains. Les deux personnages continuent ensuite leur échange en se lamentant sur la situation économique désastreuse du Pérou, en répétant que le Pérou n'a plus aucun argent, crise qui était profonde, résultant de l'endettement contracté pour réparer les dégâts des guerres d'indépendance et de la libéralisation du commerce ayant affecté les secteurs traditionnels. Francisco attribue cette situation à la mauvaise gestion de la confrérie, c'est-à-dire la mauvaise gestion du gouvernement, lequel serait composé de personnes qui gagneraient trop d'argent et qui cumuleraient des postes ou s'arrogeraient des privilèges. Je ne vais pas citer, vous avez le texte qui est reproduit ici, je ne sais pas si on peut le lire, c'est pas forcément facile à lire par ailleurs. À travers la voix des personnages afrodescendants, l'auteur dénonce donc un ordre économique et social injuste. Les critiques sont vives et prennent parfois une tournure personnelle. Ne pas parler en son nom propre, alors parce que Abrito Oro est un texte anonyme, mais aussi parce que c'est un texte de fiction, permet d'être particulièrement incisif.
Dans la fin de la troisième partie, José suggère à Francisco d'écrire, de composer ses réflexions, mais Francisco répond qu'il ne fait qu'écouter ce qu'il se passe au Pérou et dans la confrérie pour le rapporter ensuite en Guinée. Or, tout cela a déjà été écrit, celui qui compose, c'est l'auteur de Abrito Ojo, auto-désigné comme le noir. Donc, c'est un nouvel effet comique, évidemment, qui permet de faire comprendre au lecteur qu'il y a tout un jeu entre l'auteur et les personnages. Quelques mots de conclusion rapide. Abrito Ojo est un texte peu commun dans la presse péruvienne du XIXe siècle, en mettant en scène des personnages afrodescendants, en imitant leur supposé langage, en leur faisant parler de politique. Ce texte voulait en premier lieu faire rire. Il n'est à ce terme bien évidemment pas dépourvu de racisme, puisque les afrodescendants figurent en premier lieu comme des personnages grotesques. Derrière son aspect comique, Abrito Ojo prétendait aussi mener des réflexions sérieuses sur le Pérou de l'époque. Il dialogue ainsi avec d'autres textes publiés régulièrement à ses côtés dans le même journal, El Telegrafo de Lima. J'ai mis une reproduction d'un article publié juste à côté qui traite exactement du même thème et qui adopte le même point de vue. Le dialogue de noir que donne à lire Abrito Ojo est particulièrement percutant dans la mesure où, par sa forme, il met en acte certaines des revendications qu'il contient, en particulier le droit à s'exprimer librement, et le fait aussi par le truchement de la fiction pour d'autres, en particulier l'accès à une autre condition pour les afro-descendants. Je vous remercie.